Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Critique Info, son 28e numéro, je crois. C'est un grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler de journaux parus ce matin, je vais le dire comme ça. Alors, d'abord, on commence par vous dire combien vous nous avez manqué hier. Que de messages, des appels. En 27 jours seulement, les gens rappellent déjà nombreux. Ils disent que tu n'as pas été là, pourquoi et tout. Hier, on a eu des petites difficultés, des petits problèmes, mais je crois que ça va. Ça va maintenant. On va continuer dans nos conditions habituelles. C'est vrai que nous sommes en train de travailler pour avoir un bon plateau. On l'aura dans peu de temps. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Aujourd'hui, nous commençons sans plus tarder par le premier journal qui titre, c'est le Grand Congo. Il dit « Le 3 erreurs interdites à Félix Tshisekedi ». Le président Tshisekedi doit prendre exemple sur son prédécesseur qui n'a jamais nommé un frère, un cousin ou une cousine à des postes de responsabilité d'État au simple motif qu'il aurait un lien de sang avec lui. Aucun Kabila n'a été nommé ministre ou mandataire public. Les deux qui exercent des mandats publics l'ont obtenu directement du peuple. En s'adressant aux membres de sa famille biologique, Félix Tshisekedi a été on ne peut plus clair, les invitant à ne pas considérer les Congolais comme leurs esclaves, un terme fort pour mettre en garde les siens contre toute tentative d'user du trafic d'influence. Avec les revenus comme le chef d'État, le président Félix Tshisekedi doit vivre sombrement, comme quand ça veut voir son propre père, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui est resté un homme proche du peuple sans bourgeoisie. Mesdames et messieurs, je crois qu'on est bien plus clair sur la question. Il faut d'abord reprendre ce que notre confrère dit tout à l'heure. Notre confrère a raison dans la forme, mais pas dans le fond. Dans le fond, il n'y a aucune famille plus riche au Congo comme la famille de Kabila. Je demandais, moi, aux Congolais, de me montrer que le président de la République actuelle demande simplement à l'administration publique, à toutes les entreprises publiques, mais aussi privées, si vous voulez, qu'on donne l'organigramme de tous les organismes. Vous allez voir les noms des familles là-bas. Je n'aime pas en parler parce que nous savons tous comment ils ont fait. On sait tous comment ils ont fait pour s'enrichir au Congo. Nous savons tous ces choses-là. On n'est pas si bête que ça pour croire à des belles phrases. Regardez dans les mines aujourd'hui. Allez dans les carrés miniers. Regardez qui sont les actionnaires majoritaires. Chez Vodacom, qui sont actionnaires majoritaires? Regardez dans toutes les entreprises que vous connaissez, que vous entendez. Allez voir. Qui peut nous dire aujourd'hui où va l'argent de passeport? Quelle est la famille qui bénéficie de cet argent-là? Personne ne nous dira. Qui peut nous dire où va l'argent de la plaque d'immatriculation? Qui est le premier à avoir ce marché? On ne nous dira pas. Qui a eu le marché des Ketch, de faire entrer les voitures Ketch ici au Congo? On ne nous dira pas non plus. On n'est pas bête. On n'est pas bête, on n'est pas dupe. On sait ce que c'est. Qui imprime le papier? Le papier de notre franc, les billets, les francs congolais. Ce papier-là, qui a eu ce marché? Qui l'a obtenu? Où et quand? Nous savons tous. Le port de Moanda là-bas. Le port de Moanda. Qui ne connaît pas comment ça se passe? Ce pays a été détruit par des familles, il faut le dire. Par des familles. Il ne faut même pas avoir peur. Comment pouvez-vous imaginer que l'ONATRA, qui est une entreprise de l'État, une entreprise publique, va finalement mourir pour une entreprise privée au besoin d'une entreprise privée, d'un autre port concurrent qui détruit le port de l'État? Et vous voulez dire qu'on est sérieux? Si l'ONATRA n'a pas une grille, mais c'est un privé qui l'a. Si les bateaux ne peuvent plus accoster au port national, au port de l'État, parce que ces bateaux-là doivent aller accoster au port privé, vous voulez me dire qu'il faut que c'est ça la logique que Félix doit suivre? Non. Félix doit aller dans le fond et dans la forme. S'il veut être un président que l'on se souviendra, à qui l'on se souviendra, ou de qui l'on se souviendra si vous le voulez comme ça, il doit être un président intègre, un homme honnête. L'intégrité, c'est le respect des autres. L'intégrité, c'est aussi l'honnêteté professionnelle. L'intégrité, c'est surtout le contentement. Le fait de se contenter de ce que l'on gagne. Le fait de ne pas vouloir remplir son assiette lorsque l'assiette de l'autre est vide. Nous ne pouvons pas avoir des présidents riches et le peuple pauvre. Il n'est pas possible dans un pays où vous avez 4 milliards de dollars pour tout l'État et des gens qui ont 17 milliards de dollars. Donc des citoyens plus riches que l'État lui-même. Non. Ce sont des choses qu'il ne faut pas accepter, qu'il ne faut pas tolérer.
Le journaliste dit le 3 erreurs interdites à Félix Tshisekedi. Et là, je suis plus ou moins d'accord avec lui. Parmi les 3 erreurs que Félix ne doit pas faire, la première erreur, je viens de le dire, il doit vivre convenablement, il doit vivre honnêtement, sombrement comme il dit. Deuxième, il dit, en deuxième lieu, Félix Tshisekedi doit éviter, comme la peste ou l'Ebola, toutes sortes de compromissions. Mais la compromission vient d'où, généralement? La compromission commence quand on est piégé dans un carcan économique. C'est lorsque les Asiatiques viennent, je vais les dire parce que vous l'avez ici, dans ces titres, la compromission commence par ici. Je prends le risque de les dire. Voilà, c'est là que la compromission commence. C'est quand vous avez des titres pareils. Quand vous avez des gens qui disent Pascal Beveragui dispose à soutenir le gouvernement Tshisekedi. Et vous avez Abed Achour pour le soutien du gouvernement Tshisekedi. C'est ça ce qu'on appelle, on peut concevoir comme compromission. Je peux m'expliquer et m'étaler là-dessus si vous le voulez. Vous savez, en France, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais dans d'autres cieux, pour vivre là-bas et commencer les affaires, il y a des tickets qu'on paye, des titres de séjour qu'on paye. 500 €, 400 €, il y en a qui vont à 800, il y en a qui vont à 300. Ça veut dire que quand je veux travailler chez vous, je veux installer mon entreprise et que je ne suis pas national, ou je ne suis pas congolais ou français, ou je ne suis pas d'origine, je dois payer d'abord pour vivre là-bas et aussi payer pour les choses que j'amène, l'entreprise que j'amène. Je ne serai pas dans un même registre que les nationaux eux-mêmes. Ceci, c'est ce qu'on appelle une sorte d'économie, du patriotisme économique, ou une sorte de patriotisme des affaires. Il faut permettre à ce que les nationaux aient beaucoup plus d'avantages que les étrangers afin de permettre une nouvelle classe moyenne, la création d'une classe moyenne. Mais quand vous n'en avez pas, ça va être compliqué vraiment. Et quand vous avez des gens comme ces gens-là, les Libanais, les Italiens, les Français, tout ça, quand ils viennent ici chez nous, généralement les Orientaux, quand ils viennent ici chez nous, ils se foutent de ce que nous sommes en réalité. Ils se foutent royalement de ce que nous sommes. Ils payent très mal les gens. Alors très mal les gens, mais ils sont prêts à aller donner des pots de vin au président de la République. Ce sont des gens, quand ils arrivent au Congo, qu'est-ce qu'ils font pour la première fois? Ils prennent connaissance, ils organisent des soirées gala, des dîners gala. Ils appellent ça des fêtes d'accueil. En réalité, ce n'est pas des fêtes d'accueil. Ça veut dire que quand ils sont là, ils appellent les ministres, ils appellent les colonels, ils appellent les capitaines, ils appellent les autorités, même aux frontières, ils appellent tout le monde. Ces gens viennent participer à cette fête, entre guillemets. Mais en réalité, ce n'est pas une fête. C'est une cérémonie de remise de biens et surtout de prise de contact. En ce moment-là, les anciens Libanais ou les anciens expatriés, qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent les nouveaux investisseurs aux autorités congolaises. Informellement, hein, bien sûr. Ils disent non, lui il est dans le secteur de mines, lui il est dans le secteur de cobalt, lui il est dans le secteur du pétrole, lui il est dans tel secteur, dans tel autre secteur. Protégez-le. Et comment ça se passe? Ces gens-là vont exactement protéger, mais en faisant quoi? Ils vont dire, écoutez, lui il a 10 agents, il veut prendre en charge 10 agents, mais il n'a pas les moyens pour payer les 10 agents. Votre loi exige un SMIC d'autant. Nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. Nous allons payer 200 $ à tous les Congolais. Ils vont travailler de 6h à 20h. Le colonel soit là, parce que quand tu auras un problème, tu viendras nous défendre. Ils appellent même des magistrats. Les hauts magistrats viennent. Mes frères, c'est comme ça que ça se passe au Congo. Vous êtes loin, peut-être que vous n'avez pas les infos, c'est comme ça. Ici au Congo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur, je l'ai dit dans une émission il y a longtemps, il y a un monsieur qui a lu, qu'est-ce qu'il a fait? Azuba Kissi, c'est-à-dire les médicaments, le faux médicament. Il a pris encore le maïs, il a mou le maïs, après avoir mou le maïs, qu'est-ce qu'il a fait? Masangouana a sombika ba capsule, il prend les capsules, il met à l'intérieur, il manque c'est l'antibiotique. Est-ce que vous imaginez un peu? Et il en a vendu comme ça à hauteur de 3 milliards de francs ou je sais pas moi, de dollars, un truc. C'est-à-dire beaucoup d'argent. C'est quand il y a eu beaucoup de malades suite à la prise de ces médicaments, ces gens sont allés inherber chez nous avec l'échantillon. Quand ils arrivent avec cet échantillon à l'inherber ici chez nous, on passe les éléments dans le laboratoire et on arrive effectivement à comprendre qu'il s'agissait bel et bien de la contrefaçon. Alors le monsieur était un Libanais, je sais pas moi, on l'arrête. Et quand on l'arrête, vous savez, on l'amène où? On l'amène au parquet. Ici à Kinshasa, pas loin, on l'amène à Kinshasa. Mes frères et sœurs, ce monsieur n'a pas passé la nuit là-bas. Ce monsieur a appelé, on l'a escorté du parquet à Brazzaville.
il a traversé Brazzaville. Donc, imaginez-vous une sorte d'impunité. Pourquoi? Parce que ces gens ont pris en tenaille nos autorités en payant de l'argent à ces gens-là. Ici au Congo, un Chinois a versé de l'eau chaude à un Congolais sur le dos. Et finalement, ça dit, toute la peau du dos est tombée. Quelle douleur! Et vous savez qui l'a maintenu là-bas? C'est un policier congolais. Les policiers congolais sont venus arrêter le monsieur dans cet état-là, le mettre là, jusqu'à ce que la presse est arrivée. Et il y a eu un problème sérieux. Les gens se sont tellement fâchés qu'on a pris le policier, on l'a mis dans la voiture, on l'a amené à la police et puis c'était fini. Il a déménagé, le gars, on l'a indemnisé, je crois, une histoire de 2 mois, 3 mois après. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur continue à pleurer. Il n'a plus de dos. Vous imaginez un peu? C'est ce qui divise un pays. C'est ce qui divise un État. Et c'est là qu'on appelle la compromission. Le monde financier a toujours besoin de prendre le contrôle sur le monde politique. Voilà pourquoi aux États-Unis, il y a eu un président qu'on appelait Roosevelt. Quand il arrive, il trouve les États-Unis déchirés. Les États-Unis déchirés, il y avait une sorte d'une économie de prédation exercée par Rockefeller. Mais qu'est-ce que Delano Roosevelt a fait? Delano Roosevelt dit à Rockefeller, tu dois te dissoudre. Il faut qu'on arrive à te dissoudre. Parce que si on ne te dissout pas, tu risques d'imposer une sorte de monopole et ça ne sera pas bien. Et il a mené une politique correcte. On a eu une sorte de division comme ça. Beaucoup d'entreprises ont vu le jour et c'était grâce à la décision politique d'un homme qui s'appelait Delano Roosevelt, qui n'avait pas d'argent d'ailleurs, qui venait d'une famille modeste. Le problème ici, c'est que le Congo a besoin d'un leader. Ces étrangers qui sont venus au Congo sont venus nous appauvrir. Regardez le monsieur qu'on appelle Abed Achour. Il a une réputation de fer au Congo. Je vous dis, une réputation de fer au Congo. Par moment, il se croit supérieur à tout le monde. Par moment, il se croit supérieur à tout le monde. Au point que nous sommes obligés tous d'avoir peur d'eux. C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pas possible. Allez-y voir. Il faut que les audits soient finalement faits dans ce pays. Il faut qu'on fasse des audits. Allez voir dans cette entreprise Sokin. Combien gagnent les agents là-bas? Comparez cela à notre SMIG. Combien gagnent-ils? Est-ce qu'il y a des syndicats là-bas? Est-ce que ces gens sont affiliés à l'INSS? Ce sont des questions que je pose. Je n'affirme pas qu'ils n'en ont pas ou qu'ils en ont. Seulement je dis, si on allait voir là-bas, est-ce que ces gens sont payés convenablement? Bon, vous allez me dire, si l'État lui-même ne sait pas payer convenablement ces gens, comment les privés le feront? Je crois ici qu'il faut finalement une impulsion au sommet de l'État pour comprendre que les Congolais ne doivent pas être les esclaves des étrangers. Ce n'est pas possible que les gens viennent vous détruire chez vous-même. Même dans la Bible, on pouvait penser à une sorte de malédiction lorsque l'économie d'un pays est allée dans un autre pays. Et nous, notre économie n'est pas tenue entre nos mains, notre économie est tenue entre les mains de ces gens-là, de ces expatriés. Vous allez voir les jeunes Congolais de 24 ans, de 25 ans en train de souffrir. Ils vendent des cartes, ils vendent des cabines, ils sont dans des motos, dans les taxis. Mais entre-temps, les étrangers sont dans la fortune, ils vivent la fortune chez nous. Et ces gens viennent commencer, ils viennent avec les idées, mais ils deviennent finalement de grands. Parce que quelqu'un va me dire, mais ce n'est pas de notre faute. Si, regardez, moi, Christian Bossembe, je vais commencer une entreprise, j'ai des belles idées. Qui va m'emprunter de l'argent? Personne d'abord. Personne ne m'emprunte de l'argent, c'est le premier blocage économique que je n'ai pas. Je n'ai jamais travaillé moi-même, donc je n'ai pas de moyens. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir ce moyen-là. Mais même alors, on peut contourner cela. Je peux m'allier, me trouver même les moyens. Je peux trouver moi-même les moyens. Je dis, ok, je commence par une entreprise, une petite entreprise pour grandir. Mais quand j'ouvre mon entreprise, il y a une sorte de multiplicité de taxes que moi j'appelle des taxes de la prédation ou même la monstruosité fiscale. Je suis finalement bombardé par des taxes que je ne pourrais même pas. Dans une année que je suis en train d'évoluer, je n'ai même pas encore enregistré un chiffre d'affaires important, je n'ai même pas 100 $, mais les taxes que je dois payer sont déjà au-delà des 100 $, au-delà des 200 $. C'est vrai, il y a un côté de technique qu'il faut travailler. C'est vrai qu'il y a une intelligence managériale qu'il faut finalement impulser au niveau du système éducatif pour préparer des vrais cadres, des vrais managers qui savent négocier. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais sur le plan pratique, vous avez ça. Mais les autres bénéficient comment? Les autres viennent, ils font quoi? Ils viennent au Congo, mais ils bénéficient de la couverture des autres parce qu'ils ont une sorte de solidarité. Ils bénéficient de la couverture des autres. Quand ils arrivent au Congo, ils trouvent des gens, des Libanais déjà installés, ils vont bénéficier avec leur numéro de registre. Ça dit dans toute illégalité, hein. Ils créent des entreprises, mais avec le numéro de registre d'un autre. Le Congolais, nous voyons, mais personne ne fait rien.
C'est-à-dire un seul numéro registre peut avoir en son sein plus de 7 entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 100 000 $. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Est-ce qu'on peut imaginer cela? Mais ça se passe au Congo. Et ces gens s'enrichissent impunément, de façon illicite. Ils emploient les Congolais, mais pour le payer un salaire de merde. Excusez les gros mots. Mais vraiment un salaire de, je vais dire, de malade. Et nous sommes obligés, nous, de vivre comme ça. Obligés de vivre comme ça. C'est pourquoi il faut dire à M. Félix Tshisekedi, c'est là qu'il faut travailler. Si tu veux lutter contre la richesse, c'est par là qu'on commence. La seule manière de lutter contre la richesse, c'est d'éliminer les frustrations sociales. C'est d'éliminer les injustices sociales. C'est d'éviter à ce que les autres s'enrichissent illicitement et que d'autres s'appauvrissent innocemment. On ne peut pas imaginer cela. On ne peut pas comprendre cela. Donc voilà un peu ce que voulait dire notre journal Le Congo, Le Grand Congo. Et je crois qu'il a raison, mais je reviendrai sur ces gens, parce que ces gens nous font des choses que vous n'avez aucune idée, que vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant. Vous avez encore le troisième élément. Il dit sur le plan politique, Félix Tshisekedi doit incarner la rupture d'avec les pratiques des régimes précédentes qui se sont caractérisées par des actes de prédation avérés, que ce soit la première république ou la deuxième, voire la troisième, avec Kabila père et fils, la prédation s'est bien portée. Elle a encore de beaux jours si le président Félix Tshisekedi se laisse entraîner dans cette anti-valeur, dans ces anti-valeurs. La liste est longue, culte de personnalité comme c'est le faire la RTNC. Donc vous voyez que le journal répète exactement ce qu'on avait dit la fois passée. Et je suis très content quand certains Congolais comprennent que ce que nous disons est vrai. Je suis très content. Très content de voir certaines de nos phrases dans les discours du président Félix. Très heureux de voir dans nos discours même certaines choses ont été reprises par Martin Fayulu dans ses dires. J'ai dit ok, là on commence quand même à comprendre. Et ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas en vain. Je crois que nous travaillons pour de vrai. Quand j'étais le premier à dire aux Congolais que nous ne permettons pas à Félix Tshisekedi de mettre son visage à la RTNC avant le journal, voilà que le journal répète ça aussi. C'est le culte de personnalité qu'il faut détruire. Ne permettons pas cela. Heureusement que lui-même dit qu'il ne va pas le faire. Nous ne voulons pas voir le visage du président dans les édifices publics, pas dans les avenues. Le nom du président de la République doit se retrouver dans le faire, dans l'exercice de sa fonction. Nous devons sentir l'odeur qu'on a un président de la République, pas en train de le voir à tout moment, et même en train de sourire, même quand les gens ont faim. Ça a énervé, les gens ont faim, vous voyez votre président sur une photo en train de rire. Il rit quoi? Il se moque de qui? Ça pouvait énerver les gens. Et je crois qu'on doit travailler cette logique-là. Donc au niveau de la RTNC aussi, nous devons voir. Nous voulons qu'au niveau de la RTNC, que les opposants passent librement. Si Martin Fayulu sera opposant, qu'il passe à la RTNC librement. Nous ne voulons plus avoir de journaux, le chef de l'État a reçu, le chef de l'État a reçu, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce qu'en France, quand vous savez les informations françaises, ce n'est pas président Macron a reçu. Dans tout un journal, vous trouvez 10 feuillets qui ne parlent que du président. Même quand son fils fête son anniversaire, le président, son fils a fêté l'anniversaire. Encore que Félix en a comme ça 5 enfants qu'on nous a présentés. Il y en a d'autres qui parlent de 10, je ne sais pas trop, mais qui parlent de 5. Donc s'il doit fêter 5 anniversaires par an, on est foutu. Donc la chaîne nationale va diffuser 5 anniversaires par an. Non, ça il faut refuser cela. Ça il faut qu'on interdise cela. Et heureusement que le président lui-même doit prendre conscience qu'on n'a pas besoin de ces choses-là. Il faut qu'il y ait une sorte de rupture. Mais la rupture va aussi se représenter, se remarquer dans le nouveau gouvernement. Le chef de l'État a le pouvoir de nommer des gens qui lui sont favorables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le FCC présente un candidat pour dire non, nous voulons que tel monsieur soit ministre des Finances. Le chef de l'État peut dire non, non, pas lui. Proposez-moi un autre nom. Ça, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Il peut le faire. La Constitution ne les lui interdit pas. Il peut dire ok, mais ce monsieur a déjà géré dans le mine. On connaît ce qu'il a fait. Non, pas lui. Trouvez-moi un autre. On va trouver un autre nom. Le président doit avoir une marque de confiance maintenant. Ça veut dire envoyer ces hommes, ces nouveaux hommes, à lui-même, des gens qui viennent fraîchement, je veux dire fraîchement, qui n'ont pas été compromis, qui n'ont pas été dans la compromission. Parce que tous les ministres qui ont géré la République, sans vous mentir, ils ont échoué. Aucun n'a réussi, même la cote des 5. Aucun. Tous ont lamentablement échoué. La preuve, le Congo est dans cet état. Aucun n'a bien travaillé. Aucun.
personne, je veux dire personne, l'exception de personne. Tous étaient dans la compromission. Tous étaient dans les aventures. Tous étaient dans la gabégie financière. Il fallait voir le train de vie des ministres au Congo. Il faut voir le train de vie. Mais maintenant, voir le train de vie des administrés. Je réfléchis même à beaucoup de choses là-dessus. Donc, je crois que c'était pour lui le troisième plan. Ça veut dire il faut que Félix Tshisekedi travaille dur pour changer ces choses-là. Et puis, il y a aussi Félix Tshisekedi met le cap sur la lutte contre la pauvreté. La seule manière de lutter contre la pauvreté, c'est de maintenir les balances de la justice de façon juste. C'est d'étrangler, d'éliminer l'impunité. C'est de combattre l'enrichissement illicite. C'est de combattre le coulage des recettes. Mes frères et sœurs, entre nous soit dit. Comment voulez-vous qu'un monsieur qui travaille à l'OCC, comment voulez-vous qu'un monsieur qui travaille à l'OCC, dont son salaire varie de 400 $, peut-être 400 ou 500 $, ou peut-être moins que ça d'ailleurs, peut construire une maison de 3 niveaux, 4 niveaux dans un espace de 2 ans? Expliquez-moi, moi je ne comprends pas. Expliquez-moi, je ne suis pas en train de comprendre. Nous sommes le seul pays au monde où quelqu'un peut être pauvre le matin et devient riche le soir. Le seul pays. Nous sommes le seul pays où un ministre, avant d'être ministre, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de maison. Et une fois ministre, il a des maisons de 300 000 $, 3 millions de $. Vous savez, vous étiez rien hier. Parce que vous êtes Premier ministre, vous achetez toute une avenue. Ça dit, non, mais attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Ce pays, on s'est servi de lui comme si c'était une vache à lait. Et c'est là que nous devons détruire. C'est là qu'il faut qu'on détruise ces choses-là. Lutter contre la pauvreté, c'est d'abord maintenir les balances de la justice. Deuxièmement, freiner l'hémorragie financière. Arrêter le coulage des recettes. Bloquer l'enrichissement illicite. Éradiquer la corruption. Lutter contre la corruption. Et quand on aura fini ces choses-là, on pourra maintenant penser à la production locale, à la création d'emplois. Vous ne pouvez pas prétendre créer de l'emploi quand la corruption bat encore vit encore ce beau jour. La corruption est une infraction qui se commet à 2. Pour qu'il y ait établissement de l'infraction de la corruption, vous devez avoir 2 grands éléments, 2 grands acteurs, le corrupteur et les corrompus. Donc, si vous arrêtez les corrompus par les voies judiciaires, le corrupteur ne pourra plus corrompre. Si vous arrêtez le corrupteur par une justice équitable et surtout sérieuse et dissuasive, mais surtout par une éducation de base, je ne vois pas comment vous allez parler de la corruption. La corruption se meurt quand il y a le corrupteur qui n'est plus là, ou quand le corrompu refuse la corruption, il n'y a pas de corruption. Donc, quand on connaît déjà que 2 acteurs de la corruption sont là, le corrupteur et le corrompu, travaillons sur le 2, on va changer les choses. Le 2, ça veut dire le corrompu, la sanction d'abord, le civisme c'est après. Par contre, le corrupteur qui a l'idée, lui il faut le sanctionner aussi par l'éducation et puis la sanction qui va venir après. Et les futures générations devront travailler pour que ça change cette histoire-là. La pauvreté est un fléau, mais la pauvreté est une construction de l'homme. La pauvreté n'est pas une malédiction de Dieu. Ce sont les hommes qui ont construit la pauvreté et ce sont les hommes qui peuvent la détruire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est il s'appelle Nelson Mandela dans son livre Conversation avec moi-même. Voilà. Donc on a terminé avec ça. Vital Kamerhe, titre La Nation. Vital Kamerhe, disposé à servir la République. Oui, il est le directeur de cabinet du président de la République. Que fait un directeur de cabinet du président de la République? Le directeur de cabinet a pour mission d'organiser le travail du président. A pour mission de faciliter au président le travail. Écouter ses interlocuteurs, prendre contact avec le président, assurer son agenda et surtout son agenda, oui, et travailler pour réguler, n'est-ce pas, la fonction du président de la République. Le président de la République ne doit pas recevoir tout le monde. Il y a des gens que seul le chef de cabinet reçoit. Il y a des courriels, il y a des correspondances qu'il doit gérer. Ça veut dire c'est une porte étendard du président de la République qu'il ne faut vraiment pas négliger. C'est très important. Donc, par rapport à messieurs, c'était les journaux, hein, La Nation, par rapport à messieurs Pascal Bevergari, que je ne connais pas, et
Lui, c'est un grand opérateur minier international. Les opérateurs de mines nous ont plongés dans le chaos. Mesdames et messieurs, c'est là qu'il faut regarder. Je ne peux pas comprendre que pendant 10 ans, qu'un seul homme soit ministre des Mines pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Mais que les opérateurs miniers à l'époque de Mobutu, aujourd'hui, ce nombre a doublé. Ce nombre a même triplé. Mais quand nous pensons qu'à l'époque de Mobutu, la ville de Kimpushi était construite, la ville de Kolosi était construite, une ville de Lubumbashi était construite à l'époque de Mobutu avec les mines du Katanga. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, ça a doublé? On parle même de triple, ça a triplé, mais aucune école n'a été construite par ces miniers. Aucun hôpital, si ce ne sont pas des hôpitaux mouroirs. Vous voyez où il y a le problème? Or, les opérateurs miniers, quand ils viennent dans un pays, c'est pour investir pour le bien-être de la population locale et pour le bien-être de l'économie du pays, là où ils sont. Ça veut dire qu'ils doivent construire des écoles, ils doivent construire des routes, ils doivent construire des hôpitaux, ils doivent construire des cités. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés d'employer la main-d'œuvre. Et prioritairement, c'est la main-d'œuvre locale. Si vous avez des usines, des entreprises minières chez vous au pays qui n'arrivent pas à employer la main-d'œuvre locale, comment pouvez-vous imaginer que le taux de chômage à Lubumbashi ou au Katanga atteigne 80%? Alors que vous avez les mines là-bas plus de 60%. Non mais attendez, c'est quoi ce contraste? C'est un laisser-aller. C'est un laisser-aller où la famille ou les familles de certaines personnes s'enrichissaient là-bas. Maintenant, il faut bloquer cela afin que cet argent qui allait là-bas revienne à l'État congolais. Voilà. Voilà. Comment une entreprise, mesdames et messieurs, comment voulez-vous une entreprise minière ait un budget plus fort que l'État? Non, mais c'est sérieux. Vous avez des entreprises minières à Lubumbashi dont les chiffres d'affaires varient entre 16 milliards de dollars, 17 milliards de dollars, 8 milliards de dollars. Mais l'État où les mines sont produites, 4 milliards. C'est une insulte. Comment voulez-vous que ces gens vous prennent au sérieux? Comment vous imaginez cela? Ah, franchement, ce pays a été conduit par des gens qui n'ont pas de cœur. Nous avons été gérés par des cannibaux. C'est-à-dire des gens qui mangent la chair humaine. Mes frères, dans ce pays au Congo, on parle de 7 millions d'enfants dans la rue, sans éducation. Ah! Mais vous êtes riche et vous dites que vous êtes président de la République. Comment faites-vous pour être ministre dans une pauvreté comme ça? Connaît environ 700 000 personnes. Et il y en a d'autres qui parlent même de 7 millions de personnes qui vivent, je veux dire, dans la malnutrition, dans les malnutris. Alors que vous avez 80% des terres arables. Vous avez une richesse diversifiée. Allez-y, faites un tour à l'équateur. Vous allez voir l'eau. L'eau est noire. L'eau noire. Ce n'est pas l'eau qui est noire. Ça ne veut pas dire l'eau est sale. Non, cette eau est pure, mais elle est noire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le pétrole en bas. Ça veut dire le pétrole qui s'est concentré des années et des années. Le pétrole ne sait plus respirer convenablement. Le pétrole dégage sa couleur, qui n'est pas très loin de sa colère aussi. Et l'eau devient toute noire. Et quand vous goûtez l'eau, vous n'avez pas le goût du pétrole, mais vous sentez qu'il y a une sorte de résidu qui reste au niveau de la bouche. Et l'OMS a interdit la consommation de cette eau-là. Il faut la purifier et tout. Mais ils ont compris qu'on ne peut pas purifier cette eau parce que c'est vraiment dans la molécule de l'eau. Est-ce que vous imaginez un peu? Le pétrole est là. Mais ce pays a des malnutris. Est-ce que vous vous rappelez, il y a cela 20 ans, on chantait ici au Congo, Nzala, Nzala, Nzala na Éthiopie, Nzala. Aujourd'hui, Éthiopie fête ce 100e avion. 100e avion. Mais regardez-nous le Congo. Aucun avion. On a essayé avec Kipanvita. Kipanvita est allé mourir très loin dans sa ville natale. Avec le Premier ministre à l'intérieur. Quelle honte. Ils ont amené un avion de Bilokos, je ne sais pas moi où. L'avion de Bilokos arrive ici, on appelle le président de la République. Il met même une veste et une cravate. Donc il va aller boire la honte quoi. Ils sont là, on nomme l'avion, on baptise l'avion, c'est qui? Il s'appellera Kipanvita. Ok. Kipanvita a dit oh c'est bon. Kipanvita a fait un tour à Isiro, son pays d'origine. Il reste là-bas. Non, c'était Antoinette. Là c'était Marie, c'était Antoinette je crois.
Non, là c'était Nengampeta, voilà, le terme revient. C'était Nengampeta. Nengampeta arrive à Isiro. Nengampeta dit je ne reviens plus. J'ai été violé, je ne sais plus venir là-bas. Et le Premier ministre est obligé de prendre un autre avion pour rentrer à Kin. Et quand il me pose la question, mais où est Nengampeta? Oh, Nengampeta est resté. Dans ces pays, non, on était vraiment une kermesse des malades. Sincèrement, des malades. Non, des malades. Ils appellent l'aéroport de Kinshasa un aéroport international. Ça, c'est un aéroport international. C'est même un aérogare. Cette histoire n'est pas un aéroport. L'aéroport d'Ndjili terrifiait le Kenya en 1990. Kenya avait peur de l'aéroport d'Ndjili. L'aéroport d'Ndjili faisait peur à l'aéroport de Malawi. L'aéroport d'Ndjili faisait peur à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. En 1990, notre aéroport pouvait être compté parmi les vrais et les meilleurs aéroports de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on a fait la liste, on ne se retrouve pas. On ne figure même pas. S'il vous plaît, mettez-nous même 100. C'est même centième. On dit non, vous n'êtes pas là-bas. Aéroport d'Ndjili, est-ce qu'on est sérieux? Mesdames et messieurs, je crois que ce pays a été mal dirigé pendant très longtemps. Il est temps maintenant de refaire ce pays. Et pour refaire ce pays, il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence. Si vous voulez lutter contre ça, j'ai pris des exemples comme ça pour rire, pour faire rire, mais surtout pour faire comprendre dans quel état ce pays se trouve. Ce pays est à refaire, totalement et intégralement. Donc Félix n'aura pas de beaux jours de repos. Le gars va travailler comme pas possible. Vous allez voir le poids qu'il a, ça va baisser. Le ventre va baisser. Il va baisser. Parce que le boulot qui est là-bas, vous allez voir, il baissera. Parce que soit il devient plus gros, parce qu'au Congo c'est compliqué. Hein. Au Congo et en Afrique c'est compliqué. Quand on nomme un président de la République, il devient plus gros, il devient plus bien que quand il était au pouvoir, avant d'arriver au pouvoir. J'ai pitié de Donald Trump. Vous avez vu à quoi il ressemble aujourd'hui? Comme un cocobar. Il était beau avant d'entrer au pouvoir. Il était beau, mais les gars, regardez comment il est devenu. Comme un fou, un peu comme quelqu'un qui est dépassé. Vous avez vu les images d'Obama? Il a rajeuni. Hein. Le gars a rajeuni. Mais quand il était au pouvoir, il était comme un vieux, c'est-à-dire il a eu le poids. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Hein. Au Congo, quand on est président, on devient gros, on a même le droit de laisser sa barbe pousser, on a même le droit de prendre beaucoup de poids. Attendons voir avec Félix, peut-être on comprendra. Sa santé déterminera la qualité du travail qu'il exerce. Je crois que nous avons besoin de ce travail-là. Merci, mesdames et messieurs. Ce n'est qu'une première partie. La deuxième partie, nous revenons pour parler autre chose. Toujours les journaux, hein, toujours les journaux. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, vous aurez 3 numéros. 2 numéros Critique Info, 1 numéro Bongwana. Et je vais encore expliquer un élément tout de suite. On se retrouve. L'amour est en Dieu, Dieu est amour. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air des cieux.